Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS, à votre santé, bonjour, bienvenue, on s'occupe de vous, de votre santé jusqu'à 13h sur Beurre FM. Mon invité s'appelle Thierry Chauvel, bienvenue. Chavel. Pourquoi j'ai ajouté un, je sais pas pourquoi, j'ai envie de vous appeler Chauvel. Bon, c'est Chavel. Je veux guérir aux éditions Flammarion. Comme vous l'écrivez dans votre livre, guérir est un choix. Oui, c'est un vrai choix conscient et qu'on peut passer sa vie à ne pas prendre cette décision, à en prendre plein d'autres. Moi, je prenais plein de décisions qui m'éloignaient de ce choix. Mais pourquoi vous avez écrit « je peux guérir » et pas « je veux guérir » ? Parce que c'est pas une décision qui vient de la volonté, ça vient pas du même endroit. C'est un choix qui vient du cœur et pas de la tête. Vous êtes coach professionnel depuis 20 ans, c'est comme ça que vous vous présentez, matière que vous avez enseignée à HEC. Je sais pas qu'il y avait un enseignement aux études commerciales de coaching. Si, il y a même beaucoup plus de cours de développement personnel que de cours de management. Les gens qui vont faire ces écoles, de plus en plus, se posent des questions de développement personnel. Bon, vous êtes bac plus 12 et il vous a fallu 20 ans pour guérir de vos études. Je voulais savoir ce que ça faisait. Vous auriez dû rester bac moins 8, comme ça aurait été plus facile. Ouais, en tout cas, j'avais pas fait forcément les études pour des bonnes raisons. On fait parfois des études parce qu'on est programmé pour ou parce qu'on n'a pas vraiment choisi. Donc, vous êtes issu d'une famille médicale. Vous auriez pu facilement être un enfant de la balle. Ouais, tout à fait. En même temps, je pense être un peu un médecin en entreprise. Donc finalement, je me suis pas tant éloigné que ça et de l'obstétrique et de la pédiatrie. C'est des grands enfants, les managers. Aujourd'hui, des coachs, il y en a partout. C'est la grande mode. Comment est-ce que vous définissez la profession et l'univers dans lequel vous évoluez ? C'est un peu les marchands du temple, pour être franc. C'est-à-dire qu'il y a un besoin qui est colossal. Il y a énormément de gens qui se posent des questions de sens, de bien-être au travail, d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Après la profession, on s'improvise coach. Il y a peu de diplômes. Il y a surtout un parcours de vie. Il y a plus de gens qui veulent coacher les autres que de gens qui se font coacher. Et en fait, la meilleure école pour devenir coach, c'est d'accepter d'être coaché, je crois. Sage-femme de l'âme. Alors vous êtes un coach de luxe, puisque vous coachez des chefs d'entreprise. Vous participez à ce que vous écrivez, la logique d'efficacité. Ouais, j'écris même que je suis un OS de luxe. Enfin, au moment où je vivais mon burn-out, j'avais l'impression d'être enchaîné à une activité, qui est quand même haut de gamme, puisqu'on rencontre des hauts dirigeants, puisqu'on a des honoraires qui sont élevés. Maintenant, on reste quand même dans le monde de l'entreprise. On a des entreprises qui attendent un retour sur investissement. Donc le paradoxe de la profession, c'est que les gens ouvrent leur cœur, qu'on fait un travail assez philosophique, assez global, mais qu'au final, il s'agit quand même que la personne, elle soit performante avec tous les guillemets du monde. Oui, mais vous dites mon travail, c'est d'aider chacun à faire le sien. Vous êtes un réparateur des moteurs de carrière cassés. Mais quand on dit coach, finalement, les gens n'arrivent pas à donner un sens. Par exemple, qu'est-ce que vous apportez à quelqu'un que vous coachez ? Un chef d'entreprise, alors il y a des portraits dans votre livre. Qu'est-ce que vous lui apportez ? On se demande pourquoi ces gens-là, finalement, qui sont des bulldozers, des monstres, ont besoin d'avoir un coach. Précisément parce que, en apparence, ils sont des bulldozers, mais ils sont fragiles à l'intérieur. Moi, mon expérience, c'est qu'on leur apporte d'abord une écoute inconditionnelle. C'est incroyable le nombre de gens qui sont seuls en entreprise. Alors vous allez me dire, c'est pas l'apanage des dirigeants, mais les dirigeants, ils sont dans une réalité où on leur demande d'être, comme vous dites, des machines de guerre, et en réalité, ils n'ont pas beaucoup d'endroits où se confier. Donc la première chose, c'est de l'écoute. La deuxième chose, c'est de la confrontation bienveillante. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire de la psychopapouille, on n'est pas là pour les caresser dans le sens du poil, on est là pour les amener à vérifier qu'ils ont bien l'impact qu'ils pensent avoir. Je raconte des cas de clients, là, de celui qui était un ours, alors qu'en fait c'est un nounours, quoi. Il en était à la 5e assistante qu'il avait envoyée en dépression nerveuse, et il avait absolument pas conscience que quand il voulait être sympathique, il mettait des grands coups de latte aux gens. Donc c'est aussi être un miroir déformant, bienveillant, mais assez confrontant quand même. Et pourquoi ces gens-là ne vont pas avoir des psys ? C'est une excellente question. Parce que aujourd'hui, tout le monde, ils ont tous un spécialiste de com de crise, enfin, des gens qui leur écrivent leurs discours et des coachs. Mais pourquoi ils ne vont pas tout simplement voir un psy ? D'abord parce que c'est beaucoup plus tabou de s'avouer malade. Et quand on va voir un psy, l'imaginaire des dirigeants, pas seulement des dirigeants d'ailleurs, c'est j'ai un problème. Aller voir un coach, c'est plus soft, et donc c'est une porte d'entrée plus facile. Après, moi, mon expérience, quitte à être un peu corrosif, c'est qu'on fait
un travail que ne font pas certains psys. Le psy orthodoxe, il va faire un diagnostic, il va éventuellement utiliser des techniques, mais il va travailler uniquement sur la psyché. Il va pas mobiliser le corps, il va pas explorer le rapport au travail. Moi, j'ai pas mal de psys qui m'envoient des gens en disant, écoute, là, c'est pas mon domaine. Moi, je suis dans le champ privé. Dès qu'on est sur des questions de jeu de pouvoir, de relation à un groupe international, de relation à des enjeux économiques, ils savent pas faire. Donc, on a besoin d'être un peu connaisseur de l'entreprise quand même. Est-ce que vous savez, vous, ce qui dans votre spécialité aide vraiment vos clients? Qu'est-ce qui les aide? C'est une question que vous vous posez dans votre livre à un moment donné, sur ce qui vraiment, chez vous, aidait vos clients. Je réfléchis. Je crois tout simplement le fait d'être passé par là avant eux et d'avoir osé m'effondrer. Moi, j'écris ce livre aussi pour tous les gens qui n'ont pas la plume et qui vivent la même chose. Vous savez, c'est pas facile en entreprise, surtout pour des hommes réputés invulnérables, indestructibles, de s'avouer fragile, de s'avouer avoir mis un genou à terre. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez mimétique, ce qui se joue dans un coaching. C'est une relation dans laquelle ils savent que je peux faire caisse de résonance parce que je suis passé par là, parce que je peux tout entendre, parce que il n'y a pas grand-chose sur le contenu qui va me choquer. Et donc, on est entre la confession et la guérison, peut-être plus chamanique que médicale d'ailleurs. Vous êtes une éponge et vous écrivez « J'ai passé 20 ans à vendre aux autres un bonheur que je ne m'accordais pas ». Alors, votre livre est l'histoire et le journal de votre burn-out. Vous êtes presque un burn-out d'un autre genre, puisque finalement, pour vous, tout allait bien. Vous êtes l'associé de la boîte que vous avez créée, l'argent rentre, vous n'avez pas la pression d'un boss, puisque c'est vous le propre boss. En apparence, tout va bien. Quel a été le grain de sable, finalement, qui vous a fait prendre conscience que vous viviez un burn-out? C'est le fait de me réveiller un matin et de plus avoir d'énergie du tout. J'avais l'impression d'être un pompiste qui remplissait les réservoirs des voitures, mais qui s'approvisionnait plus en essence. Une perte brutale, instantanée d'énergie. C'était très très étrange. J'avais eu des phases d'épuisement, des phases de fatigue comme tout le monde. Quand j'ai commencé à me rendre compte que je perdais l'appétit, que je perdais la motivation, que l'idée même de me projeter à 10 minutes me devenait impossible, que l'ennui s'est installé dans certains moments de travail, j'arrivais plus à décrocher mon téléphone. Là, je me suis dit, c'est plus sévère que d'habitude. Vous êtes levé ce matin-là ou vous êtes resté dans votre lit, sous la couette? En fait, ça m'est arrivé à 20h30, c'est-à-dire que j'étais au travail et j'ai reçu un mail. Je crois que je raconte dans le livre que c'est un mail intempestif qui aurait pas dû mettre dans cet état-là. Et qui brutalement, vous savez, c'est comme une chape de plomb qui vous tombe sur la tête. Voilà. Donc c'est le lendemain que je me suis pas levé. Alors c'est saisissant. En même temps, moi, le message que j'ai envie de livrer, c'est aussi que ça m'a sauvé la vie, ce burn-out. C'est-à-dire que j'étais en train de passer à côté de moi-même. J'étais un parfait robot, j'étais une parfaite machine, bien huilée, comme vous dites. J'avais toutes les raisons matérielles d'être heureux. Mais en fait, je jouais un personnage. D'accord, mais vous savez... Alors, aujourd'hui, on n'est pas tous d'accord sur la dépression du burn-out. C'est même quelque chose qui n'existe pas encore, on va dire formellement. Donc aujourd'hui, le portrait robot qu'on a de la personne qui fait un burn-out, c'est quelqu'un qui est très consciencieux, qui veut bien faire son travail, qui a trop de travail, qui n'arrive pas à le faire, mais qui le camoufle. Voilà. Vous n'êtes pas du tout ça. Moi, j'étais bien perfectionniste et je le suis resté. Avant qu'on démarre l'émission, vous m'avez fait remarquer que j'étais scotché à mon agenda, donc je suis pas. Non, parce que j'ai cru que vous étiez guéri, c'est pour ça. Donc, j'ai dit je peux guérir. Enfin non, vous êtes en rémission. Voilà, c'est le dernier chapitre, donc effectivement, peut-être que vous avez rechuté. En fait, je crois qu'on passe notre vie à rechuter. Très sincèrement, le truc dont j'ai guéri et dont je crois que tout le monde peut guérir, c'est l'idée qu'on peut guérir les autres et l'idée que la guérison, elle vient avec un schéma établi. Ça veut dire quoi, guérir les autres? Ça veut dire qu'on peut sauver le monde Ouais, c'est un peu l'illusion de toutes ces professions de l'accompagnement. Le burn-out touche quand même, vous avez raison, beaucoup des gens qui sont en situation de surmenage, mais beaucoup dans les professions de l'aide. Ouais, moi, j'ai pensé, quand j'ai lu ça, j'ai pensé vraiment au personnel soignant. Ouais, tout à fait. Là, c'est assez fréquent parce qu'on est un peu dans le syndrome du Saint-Bernard, donc on passe notre temps à prendre en charge les autres et à s'oublier au passage. Vraiment, moi, j'ai découvert que... Tous les métiers, ce qu'on appelle des métiers de l'empathie. Oui. Finalement. Et puis les métiers où la demande, elle est infinie. Donc on peut être aussi dans une addiction aux dons,
au don de soi. Moi, j'ai découvert que la guérison, elle venait tout seul. Si vous voulez, la vie, elle passait, et c'est moi qui étais à côté, quoi. Le train passait, mais à force de travailler, j'en avais perdu le sel de l'existence. D'accord. On verra tout à l'heure ce que vous avez compris à travers votre burn-out, mais déjà comprendre comment vous avez basculé, comment finalement du jour au lendemain, votre vie qui était tellement bien organisée, elle est devenue impossible. Vous aviez organisé même vos plages de bonheur dans votre emploi du temps. Oui, je pense que j'avais un bon terrain stakhanoviste aussi. C'est un peu comme un orage en plein été. C'est-à-dire qu'il fait très beau et brutalement, vous avez un nuage noir et une pluie diluvienne qui tombe. Moi, ça m'a fait cet effet-là, si vous voulez. Donc, c'est assez surprenant quand on est habitué à la fois dire même pas mal, parce que moi, j'étais un peu dans le registre même pas mal, quoi, plus dans l'effort que dans le plaisir. Plus j'en avais dans mon agenda, plus j'étais heureux. En tout cas, j'avais l'illusion que ça me rendait heureux. J'étais grisé, j'étais pas vraiment heureux. Donc, moi, je pense que c'est un processus de désintoxication que j'ai vécu et qu'on est beaucoup à vivre. J'étais simplement addict à mon travail. Ce qui est étrange, c'est que j'étais addict à un travail qui est censé désintoxiquer les autres. Donc... Oui, mais vous êtes laissé, on va dire, consciemment dévoré par votre travail. Vous l'avez organisé. Donc finalement, vous y avez pris une forme de plaisir. Oui, mais vous savez, on prend du plaisir dans une conduite à risque. Moi, j'ai pris le même plaisir, je pense, que des personnes qui sont grisées, par exemple, dans les médias. Vous avez des gens qui sont grisés au fait de passer à l'antenne, d'être populaire. On est grisé par 3 choses aujourd'hui. On est grisé par la notoriété, par le pouvoir, par l'argent. Bon, moi, je pense que j'étais surtout grisé par l'idée que j'étais utile aux autres, ce qui était une autre forme d'addiction. Si vous aviez travaillé à l'usine, je suis désolé de vous le dire, vous n'auriez peut-être pas essayé de noircir votre emploi du temps de la même façon. Eh bien, détrompez-vous. Moi, je pense que... Oui, quel qu'aurait été le milieu d'activité, votre fonctionnement fait que vous auriez été aussi perfectionniste aussi. Stakhanov, c'était un ouvrier que Staline a mis en exergue dans sa propagande, et c'était un ouvrier modèle, et il était absolument au burn-out. On l'aurait pas dit à l'époque, c'était un mot anglo-saxon. Dans le monde soviétique, ça le faisait pas trop, mais je pense que tous les stakhanovistes sont, mais dans toutes les professions. En fait, moi, ce que j'ai repéré, c'est que je recherchais quelque chose qui était sans fin, quoi. Qui n'était pas de l'ordre de la reconnaissance, qui était l'idée de remplir un travail au service des autres. Thierry Chavel est notre invité jusqu'à 13h sur Beurre FM. À votre santé, revient dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS à votre santé, Thierry Chavel est notre invité. Vous racontez votre burn-out dans un témoignage qui s'appelle « Je peux guérir » aux éditions Flammarion. Et un jour, vous en avez eu marre d'être le hamster dans sa cage et à tourner autour de sa roue. Vous vous étiez organisé une vie de... Alors, je ne sais pas si elle était de rêve, mais en tout cas, une vie où il n'y avait pas beaucoup de plages de temps libre. Oui, il n'y avait pas beaucoup de plages de temps mort. C'est-à-dire que pour moi, une vie remplie, c'était une vie heureuse. Le problème, c'est qu'elle était tellement remplie que j'étais plus dans le présent. J'étais toujours dans le futur antérieur. À tel point que quand j'avais dans mon agenda une plage libre, c'était source d'angoisse. C'est-à-dire, je me disais, qu'est-ce que je peux faire ? Vous aviez peur de vous ennuyer ? Ouais, j'avais peur du vide, je pense tout simplement. Un temps mort, ça dit bien ce que ça veut dire. J'avais peur du vide et du coup de la mort symbolique que ça représente. On a tous peur de la mort en entreprise. Mais moi, c'était paroxystique. C'est-à-dire que j'étais plus dans la survie que la vie. En fait, quand on est grisé comme ça et un peu enivré par une activité permanente, vous avez l'impression que ça s'arrête jamais. Mais du coup, j'étais pas vraiment là. Vous voyez, quand je me suis aperçu que je pouvais pas me rappeler comment était habillée ma femme le matin quand je partais, ou que j'écoutais pas vraiment mes enfants quand ils me parlaient le soir, ça a été un signal très fort. Je me suis dit, tiens, je suis pas là. Je suis partout, mais je suis nulle part. Ça, c'est beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent, d'ailleurs. Ouais, je pense que c'est l'époque aussi. Enfin, je pense que tous les objets technologiques nous encouragent à cette illusion d'ubiquité. On a l'impression qu'on peut être à la fois en train de chatter, de lire un livre, de regarder un film, d'écouter de la musique. Le multitâche, c'est quand même le meilleur antidote à la présence à soi, qui doit précéder la présence aux autres. Et moi, je pense que j'étais pas présent à moi. Donc, je croyais que j'étais présent aux autres, mais j'étais un peu, un robot de l'accompagnement. Donc, ça fonctionnait, mais sans vraiment que je sois là.
Je sais que vous racontez qu'on est des éponges, finalement. Est-ce que vous croyez que c'est l'histoire de ceux que vous avez écoutés pendant des années qui, peut-être, ont fini d'une certaine façon, par vous contaminer? J'aime beaucoup cette question. Moi, j'ai l'impression que je suis chargé le soir comme une pile électrique de toutes les histoires des gens que je rencontre. Vous savez, c'est un peu ce livre d'Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne. Et puis il raconte Carrère, alors lui, la dépression qu'il a vécue après la rencontre avec Jean-Claude Roman et l'adversaire. Donc je veux bien croire que toute chose égale par ailleurs, moi je suis un peu contaminé par les histoires de vie ou surtout ce qui se passe dans mon cabinet. C'est pas tellement les histoires de vie parce que le contenu on peut tout entendre, c'est pas croustillant, c'est pas les histoires les plus tragiques qui sont les plus lourdes. Mais c'est l'énergie qu'il faut soutenir, la qualité de présence qu'attend la personne, c'est des séances de 3-4 heures. Donc moi j'avais l'impression d'être un boxeur qui pouvait plus remonter sur le ring. Tout le monde y va, c'est questions de rivalité en entreprise, Exactement. De plan, de stratégie. Et d'histoire perso. C'est là où c'est compliqué, peut-être par rapport à un thérapeute, c'est qu'en plus, il nous raconte la sclérose en plaques du petit dernier, le divorce qui se passe mal, le pépin de santé pour lequel il veut pas faire un check-up. Donc on est un peu des médecins de famille qui sont convoqués sur tous les registres de la vie des gens. Moi, il y a des soirs, je vous jure, je me rendais compte que j'avais plus même l'énergie d'écouter ce que me racontait mon entourage privé. À la grande différence des psys qui, eux, ont des supervisions. Moi, j'avais une supervision. Pour se décharger, qui servent à ça. Mais oui, mais vous savez, supervision, bien souvent, c'est prêter allégeance à un maître. Donc, c'est pas vraiment un truc qui libère. Moi, j'avais une supervision collective. Qui permet de parler de certains cas, voilà. Qui est une soupape. Maintenant, ça reste une soupape technique. Moi, je crois que quand on franchit la ligne jaune, et on est nombreux à franchir la ligne jaune, on s'en aperçoit pas. Moi, mon expérience, c'est que, en fait, ça vient de façon très subtile. On est grisé, puis petit à petit on se dit ouais j'ai encore le temps, puis on va vite. Moi j'étais docteur S-productivité. Vous savez, j'avais une capacité à faire en peu de temps et ma compta, et passer des coups de fil, répondre aux mails, et du coup je remplissais ma vie et j'avais l'impression de vivre 10 vies en une. C'est quoi, d'être un surhomme, d'être quoi? Ou est-ce que c'était normal? Ouais, non, c'était un peu prométhéen, c'est ça. C'était un peu l'impression d'être plus fort que... Je disais tout à l'heure qu'il y avait sûrement une peur du vide. J'avais l'impression de vivre la vie plus vite. Donc, du coup, les années... En un an, je vivais l'équivalent de 4-5 ans. Je pense. Mais je le raconte aussi, ça vient de plein d'endroits. Moi, ça m'a ouvert comme une boîte de Pandore, ce burn-out. C'est-à-dire que j'ai été regarder quand est-ce que ça a commencé. Et ça a commencé bien avant l'événement de 20h40. Donc, tout de suite, vous comprenez que vous avez un burn-out, quand même. Oui, je vais mettre des mots assez vite. Assez vite, c'est pas... Voilà. Je vais pas mettre et vous l'acceptez, c'est pas... Alors, oui, mais ça, c'est un peu mon métier de pas faire l'autruche. Je crois vraiment que j'ai été vite dans mon burn-out, j'ai été vite aussi dans le processus pour en sortir. Ça, c'est le bon côté des choses. J'ai pas perdu de temps pour me dire, c'est pas une dépression. C'est un burn-out. J'insiste là-dessus parce que je trouve que les mots par lesquels on désigne nos mots, MAUX, peuvent faire qu'on va mieux ou qu'on va plus mal. Moi, je me suis rendu compte que, par exemple, les nuits d'insomnie, tant que j'étais en panique, je me levais, je réveillais tout le monde dans la maison, j'allais dans l'armoire à pharmacie, je prenais tout ce qui me tombait sous la main, somnifères, plantes, relaxants. Bon, évidemment, ça marchait à 5 heures du matin, et il fallait me lever à 7 heures. Quand j'ai commencé à me dire, ok, je peux rester allongé, respirer tranquillement, et dire très précisément, voilà, je suis éveillé, je suis pas angoissé, je suis juste éveillé, je suis pas obligé de me lever, je peux me reposer physiquement, même si mentalement je suis pas reposé. Vous voyez, mettre d'autres mots que des mots tout de suite très cliniques, ça allait mieux. Vous comprenez aussi également que c'est une folie d'imaginer qu'on va pouvoir s'en sortir seul. Au début, vous auriez aimé, mais finalement, on peut pas s'en sortir seul d'un burn-out. Je pense qu'on peut pas s'en sortir seul de grand-chose dans la vie. C'est pas possible, mais oui. Ouais, je pense que ça, c'est même l'illusion du coaching, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui croient qu'ils s'auto-coachent, ils achètent des bouquins de coaching et ils font l'économie d'un coaching, ou en thérapie, vous avez plein de gens qui lisent des bouquins de psy. Ça marche en ce moment, oula. Oh, bah ouais, mais c'est à mon avis éventuellement une invitation à aller voir quelqu'un, mais c'est la peur de la rencontre avec l'autre qui va nous écouter. Enfin, moi, je crois profondément à ça. C'est le mécanisme du transfert en psychanalyse et c'est le même mécanisme en coaching. Donc, oui, mais moi, j'étais bien et mal entouré. Je raconte dans le bouquin que j'avais un peu la sensation d'être Job sur son tas de fumier, vous savez. Tous les conseillers qui viennent voir Job et qui lui disent tu l'as bien cherché,
Vous savez, dans le livre, t'avait bien dit, on t'avait dit, t'étais pas si pieux que ça, c'est bien fait. Et les conseils de mes amis, à ce moment-là, ils m'aidaient pas, ils m'enfonçaient plutôt. Ils me disaient, mais t'as vu la vie que tu mènes, t'es en sur-régime, tu devrais faire un stage ayurvédique en Inde, ça te ferait bien. C'était juste ce que je voulais pas entendre. Que personne ne voulait écouter que vous souffriez d'un burn-out. Ça, c'était juste quelque chose qu'on pouvait pas entendre. C'est complètement tabou. C'était la maladie honteuse. C'était pire qu'une MST. C'est la MST des coachs. Exactement. Je pense qu'un coach, il est réputé aller bien, être fort, ou alors faire tout le développement personnel. Des coachs ou des dirigeants ou des cadres en entreprise. Oui, Philippe, mais c'est encore plus choquant dans une profession qui est censée aider les autres, qui est censée être conscient de ça. La personne qui m'a aidé, c'est ma femme, qui un soir me dit, je crois que je reprends cette citation, elle me dit « Je vois que tu vas mal et je peux rien pour toi ». Et ben cette phrase m'a aidé parce que c'était vraiment un acte de reconnaissance et en même temps un acte d'accueil inconditionnel. En me disant ça, elle me disait « Je suis là pour toi et je fais ce que je peux ». Quoi. Pourquoi est-ce qu'on devrait dire reborn plutôt que burn-out ? Parce que je trouve que le frein, c'est un accélérateur caché. J'ai eu un grand coup de frein. Et en fait, si je m'étais victimisé, l'époque actuelle, elle adore les victimes. On adore se poser en position de victime, regarder les risques psychosociaux, on est dans la plainte. Moi, mon intuition, c'est que tant qu'on est dans la plainte, on va pas mieux. Tant que j'étais dans c'est la faute des autres, je pouvais pas aller mieux. C'est pas trop mon truc. Mais... Ceci dit, si vous aviez été dans la plainte, vous n'auriez pas fait de burn-out. Parce que les gens qui sont dans la plainte, ils évacuent tout ce qu'ils... Ils sont tellement habitués à se plaindre que finalement, ils stockent pas. Oui, alors que vous êtes jamais plaint. C'est probablement exact. Je suis pas clinicien, je peux pas répondre. Je pense qu'ils peuvent vivre un harcèlement et le harcèlement peut quand même les conduire à un burn-out. La plainte peut parfois conduire ça. Mais vous avez raison. En tout cas, c'est des terrains moins propices. Moi, ce que je crois, c'est que c'est aussi une porte d'accès vers quelque chose qui était plus simple. J'ai mis de la simplicité dans ma vie. J'ai arrêté de me raconter qu'on attendait de moi que je fasse beaucoup pour être aimable. Je pense que la grosse croyance, alors qui m'est pas propre, c'est qu'on est ce qu'on fait. Donc plus j'en fais, plus j'avais l'impression d'être important. Quand je me suis rendu compte que mes enfants, ils m'aimaient inconditionnellement, que je travaille 20 heures par jour ou pas, ça m'a aussi aidé à sortir de cette mécanique du hamster, comme vous disiez. Donc, mais c'est pas la crise de la quarantaine, tout simplement ? Oui, c'est une longue quarantaine. Moi, je m'étais mis en quarantaine. C'est sûrement la crise de la quarantaine. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas à l'abri. Et en même temps, moi, je voudrais envoyer un signal très fort qui est de dire ne diabolisons pas le burn-out ou la dépression. La dépression, dans d'autres traditions, c'est un éveil de conscience. Vous voyez, je pense que si Siddhartha Gautama avait pas été dépressif, il serait pas devenu le Bouddha. Si le Christ n'avait pas rencontré le doute et les 40 jours dans le désert, il n'aurait pas vécu ce qu'il a vécu spirituellement. Je dis pas qu'on se prend pour le Christ ou Bouddha quand on vit un burn-out. Je dis juste que ça fait partie de la vie d'avoir des hauts et des bas. Et l'époque actuelle, elle veut du bonheur continu. Je crois pas au bonheur continu depuis mon burn-out. Oui, puis l'époque actuelle n'aime pas les faibles. Oui, elle aime pas trop, donc surtout dans certains milieux. C'est pas. Oui, et puis vous disiez que vous aviez décidé d'être franc, et quand on vous demandait comment vous alliez, vous disiez non, ça va pas très bien. Ça, c'est quelque chose que les gens sont complètement désemparés quand vous leur dites ça va pas très bien. Ah bon ? Tu rigoles ou quoi ? Ouais, et puis ils vous écoutent pas. Vous savez, c'est le how do you do anglo-saxon, c'est-à-dire il y a le sourire factice, mais la réponse doit forcément être bien. Je pense que on croit que c'est contagieux le burn-out. Donc les gens, ils s'en écartent parce qu'ils se disent « Oh là là, il va me refiler la scoumoune, celui-là. Il va me coller le mauvais œil. Il ne faut pas que je reste à proximité de quelqu'un de déprimé. » Quand on est déprimé, on voit les choses différemment. Moi, j'ai remarqué quelque chose, je ne crois pas que je le dis dans le livre, c'est que les 5 sens se développent quand on est déprimé. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, mais quand on a des phases de déprime un peu longues, moi, j'avais un odorat qui était surdéveloppé. Et du coup, dans la nature, je sentais des trucs que je sentais pas avant. C'était incroyable. Je voyais des choses que je voyais pas avant. Je remarquais des choses dans le métro. Je regardais les enfants à la sortie de l'école et voilà, ça a été des petites pépites de bonheur parce que je me suis rendu compte qu'il fallait pas grand-chose pour me réjouir. Vous étiez devenu contemplatif. J'étais devenu contemplatif. J'ai un élève qui m'a dit un jour, le coach, c'est un métier de contemplatif. J'aime beaucoup cette formule. Un élève d'HEC ? Non, un élève de Paris 2. Et toc. Passage de l'amour dans votre livre. Alors, puisqu'effectivement, cette maladie a été une grande
introspection sur toutes vos maladies. Vous nous racontez que vous souffrez de colite spasmodique. Spasmodique, pas facile à dire. Et donc, vous vous interrogez finalement sur le sens des maladies chroniques qu'on a. Oui, moi je me suis rendu compte que... Et alors, c'est quelque chose que vous avez accepté toute votre vie, vos colites. Hein, donc, vous vous êtes arrangé avec, voilà. Exactement, et j'irais même jusqu'à dire que j'entretenais mes symptômes. C'est-à-dire que c'est très confortable d'avoir une maladie chronique. On se sent important, on prend des médicaments, on a l'impression qu'on peut pas aller mieux. Vous voyez, donc je grattais mes croûtes. C'était un peu... C'est une expression qui revient souvent dans votre livre, vous grattez vos croûtes. Ouais, j'étais un peu maso, je pense. C'était aussi une façon de m'empêcher d'être dans le flux de la vie. C'est-à-dire dans le fait qu'il y a des moments où on peut avoir des petits bobos et moins s'intéresser à mon moi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que moi, ça m'amuse toujours les bouquins sur la résilience, sur la honte, sur l'estime de soi. C'est très intéressant, mais c'est des affections de l'ego, tout ça. Le burn-out, ça m'a aidé aussi à sortir un peu de l'ego qui adore qu'on s'intéresse à lui, moi compris. Hein, j'adorais m'occuper de mon ego souffrant. Donc, il y a un jour où j'ai vraiment décidé que je pouvais ne plus avoir de colite spasmodique. Mais vraiment, un choix. Au Club Med. Au Club Med, exactement. Ça s'invente pas, quand même. C'est d'un chic. Surtout que moi, mes vacances, c'est un olivier, des bouquins et voilà, et du silence. Alors, le jour où un copain m'a dit « Pourquoi tu pars pas au Club Med ?» Je me suis dit « C'est une farce. » Et au Club Med, je rencontre, par hasard, si on croit au hasard... Vous étiez à Ouarzazate ? Non, j'étais en France. Et je rencontre un colloque de nutritionnistes. Alors les mecs viennent s'asseoir, on bavarde, et je me dis, allez, je vais leur raconter ce que j'ai. Et il y en a un qui dit, ah, mais je connais très bien. Ouais, vous avez un faux cœliaque, vous n'êtes pas du tout allergique au gluten, parce que j'avais arrêté le gluten, le lactose. Enfin, ma vie est un enfer d'un point de vue nutritif. Hein. Il me dit, je peux vous guérir en 3 mois. Et je me suis dit, chiche. Et voilà, par des probiotiques, parce qu'il faut aussi croire à certains médicaments, par des plantes, j'ai découvert que je pouvais avoir une alimentation bien plus heureuse. Donc ça, j'en ai guéri. Donc finalement, ça marche les probiotiques ? Certains marchent. Voilà, des cocktails de glutadine. Après, ça va devenir très scientifique. Moi, je suis pas expert, mais ouais. En tout cas, votre burn-out vous a permis aussi de prendre conscience donc de l'origine déjà de vos maladies chroniques et en plus de vous en débarrasser. Oui, voilà, de décider que c'était pas une fatalité de me trimballer une valise de médicaments pour l'estomac, quoi. Mais de décider quoi, une fois de plus ? Que vous alliez en guérir ? De décider que c'était pas grave et que je pouvais prendre les grands moyens. Vous voyez, que j'avais pas besoin d'avoir un symptôme. C'est comme un stigmate qu'on porte sur soi, une maladie chronique. Et je pense que, quelque part, c'était aussi une façon de m'empêcher la joie. Parce que c'est aussi très joyeux de pouvoir... dire voilà, je fais attention à ce que je mange pas n'importe quoi, je mange différemment, hein. Je mange probablement moins de viande, je mange probablement plus d'oméga 3, je bois peu d'alcool, donc j'ai quand même une hygiène de vie qui a changé. J'ai appris à manger lentement, je pense que je mangeais vite, je faisais tout vite. Donc en mangeant vite, j'avais une digestion qui était très dégradée. Ouais. Bien, restez avec nous jusqu'à 13h. À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Thierry Chabel est l'invité de À votre santé jusqu'à 13h sur Beurre FM à l'occasion de la sortie de Je peux guérir aux éditions Flammarion. C'est le récit de votre burn-out, 9 mois jusqu'à la rémission. À qui est-ce qu'on peut appeler et demander de l'aide quand on souffre d'un burn-out ? À la première personne de confiance qui est sur notre route. Moi, je crois c'est ce qu'on appelle le prochain hein, dans les écrits bibliques. C'est vraiment la première personne qui est sur votre route. Il ne faut pas chercher très loin. En même temps, moi, je pense qu'il ne faut pas se contenter du premier contact. C'est pas nécessairement la première personne qui va nous aider, mais elle va nous mettre en contact avec une personne qui va nous mettre en contact. Voilà. Donc, il y a un travail de persévérance. Ça peut être un psy. Souvent, les gens vont vers un psy. Ça peut être un médecin de famille. Ça peut être un ami qui est passé par là. Ça peut être un ami de confiance. Moi, je crois que ce qui m'a aidé à mettre des mots, c'est d'en parler
à des amis qui n'étaient pas dans le domaine, qui m'ont écouté au téléphone et qui m'ont dit, mais tu sais, ce que tu vis, c'est sans doute un burn-out, c'est plus classique, plus classique que ce que tu crois. Parce qu'on panique aussi, on se demande ce qui nous arrive, on se dit qu'on est probablement totalement dépressif. Moi, j'avais perdu l'appétit, donc on échafaude vite des choses. J'ai découvert aussi que c'était beaucoup dans la tête, la souffrance. C'était pas vraiment dans le corps qu'il logeait. Parce que vous avez quand même continué un peu à travailler. Ouais, je me suis pas arrêté beaucoup. Au final, je crois que je me suis arrêté 3 semaines, ce qui est quand même rétrospectivement. Donc vous avez continué les rendez-vous, les séminaires, J'ai gardé 2 séminaires qui étaient importants parce qu'il y en a un qui était en Polynésie et l'autre qui était à Tanger. Les clients comptaient sur moi. C'était assez angoissant, hein. Quand vous arrivez pas à vous lever et que vous dites dans 8 jours je suis en Polynésie. Oui, ça paraît, c'est bien la Polynésie, mais quand on a envie, quoi. Voilà, et puis 24 heures de vol, vous n'avez pas envie de les faire quand vous êtes épuisé. Mais par contre, j'avais allégé mon agenda. Vous savez, moi, je pense que c'est aussi l'intention avec laquelle on fait les choses qui fait qu'on les vit joyeusement ou pas. Donc, je mettais plus la même intention de débordement. J'ai arrêté de faire des séances longues, comme vous savez, les gens qui versent à ras-bord votre verre, du coup, vous n'avez pas envie de le boire, quoi. Donc, j'ai changé des petites choses, mais qui ont changé beaucoup de choses dans ma façon de les vivre. Comment est-ce que vous vivez le début de l'automne ? Et pour la première fois, bien. C'est la première fois de votre vie. La première fois de ma vie. Parce que c'est un mois, il paraît que c'est le mois où il y a le plus de déprime. Évidemment, c'est le mois du déclin de la lumière. C'est le mois de mon anniversaire, le mois de septembre, en tout cas, qui se termine là. Donc, longtemps, moi, j'avais un peu ce syndrome anniversaire de porter plutôt le deuil de ma naissance que la joie. Donc, les 9 mois, ils m'ont aussi étonné parce que c'est comme si je me mettais au monde à travers ce burn-out. C'est aussi ça, reborn. De décider que ça pouvait être heureux de fêter mon anniversaire. Ça a l'air un peu incroyable, mais je pense qu'on est très nombreux à avoir une espèce de mélancolie dans cette période-là. Alors l'automne aide pas, mais aussi parce qu'on n'est pas habitué à se fêter d'être né, quoi. On est habitué à peut-être se réjouir d'offrir des cadeaux plutôt que d'en recevoir. Je raconte que moi c'était une de mes phobies ou une de mes névroses, je sais pas comment dire, de recevoir des cadeaux que j'avais pas choisis. Parce que l'idée d'être surpris, quoi. Mais est-ce que jamais quelqu'un vous a fait un plaisir avec un cadeau ? Est-ce que ça vous est arrivé de recevoir un cadeau qui vous fasse plaisir un jour ? Oui, mais pas inattendu, Philippe. En fait, je pense que c'est vous qui l'aviez choisi. Voilà, j'avais besoin de contrôler mon environnement. Ah oui, non, c'était sévère quand même. Je suis pas devenu coach par hasard. Je pense que quand on devient coach, c'est qu'on va plus mal que les autres, pas parce qu'on va mieux. Vous laissez pas faire, hein. Lâchez prise, pas trop. Hein. Exactement. Ouais, j'étais vachement en contrôle. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais expérimenter. Soit j'étais dans faire plaisir aux autres et cacher le fait que moi ça me faisait pas plaisir. Soit j'étais donc faire semblant, hein, quelque part. Soit j'étais dans un peu tyrannique et voilà le cadeau que je veux, tout juste c'est pas moi qui l'achète et qui fait le paquet cadeau. Bon j'ai commencé à accepter que c'était pas moi qui décidais du menu des vacances, du menu des après-midi de week-end. Ça fait du bien, c'est incroyable. De se laisser faire. Ah ouais. Finalement. Vous avez pris des médicaments quand même pour vous en sortir. Oui. Et ça, moi, alors vraiment, dans la communauté des coachs, il y a un autre discours qui est très en vogue, c'est l'anti-médication. Les gens qui disent, alors j'ai été voir un psy, il m'a mis sous antidépresseur, et j'ai arrêté tout seul. Moi, je me méfie beaucoup de ça. Je respecte beaucoup d'abord parce que je pense qu'il y a certaines pathologies qui nécessitent des médicaments. Et ensuite, j'ai appelé une amie. Oui. Voilà, il y a clairement des pathologies qui nécessitent des médicaments, il faut le dire, oui. Et puis surtout, il y a des catégories de benzodiazépines, il y a des catégories d'anxiolytiques et d'antidépresseurs qui, provoquent un sevrage très léger, très peu d'accoutumance. Moi, franchement, si j'avais pas pris un petit peu de Zoloft pendant quelques semaines, j'aurais pas remonté la pente aussi vite. Donc je plaide pour tout en fait. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent aider. La méditation peut aider. La nature peut aider, le cinéma, moi, m'a aidé, la lecture, la fréquentation de la beauté du monde peut aider, mais aussi la pharmacopée, il faut pas se raconter d'histoire. Enfin, Mommy, c'est pas guégué, je sais pas, quand on va pas bien, je suis pas sûr que j'irais choisir Mommy en 1 au cinéma, vous voyez. Ah vous savez, moi j'aime bien... J'irais plutôt aller voir La Grande Vadrouille ou... Ouais, moi j'aime bien être transporté, et quand je vais voir Mommy de Xavier Dolan, sans doute que je me projette un peu, je m'identifie un peu, mais il y a quelque chose de lyrique dans ce film, il y a quelque chose de complètement à faire sortir les mouchoirs. L'un des pires antidotes à la guérison, c'est de s'empêcher de pleurer.
Et moi, ça m'a fait du bien de pleurer à ce film. Ça nous fait du bien de pleurer. Les hommes, ils savent pas pleurer. Moi, un jour, à 12 ans, je crois que je le raconte, à 12 ans, j'ai décidé que j'arrêtais de pleurer. Il m'a fallu 25 ans pour me remettre à pleurer, mais véridique. Hein. Alors que j'ai pas un client qui pleure pas une fois dans mon bureau. Tous ces grands dirigeants, tous ces patrons, il y a un moment où dans une séance, ils pleurent. Et c'est ce qui fait qu'ils vont mieux. Et ben moi, paradoxalement, je m'interdisais ça. D'accord. Sur votre to-do list, même si vous n'en faites plus aujourd'hui, de choses que vous avez décidé de ne plus faire depuis votre burn-out, qu'est-ce que vous ne faites plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé, on va dire, définitivement dans votre vie? Je vais faire une réponse de coach. Je fais pas de liste de ne plus faire parce que ça marche pas, les listes négatives. Mais, si je me dis j'arrête de fumer, ça marche pas. Si je me dis je me mets à... voilà, donc la liste des choses que j'ai décidé de faire. Parce que vous n'avez pas changé de métier, vous n'êtes pas parti, vous n'avez pas ouvert, par exemple, un champ de roses dans le Luberon. Ouais, je vous cache pas que j'ai plus le même rapport à mon métier. Mon centre de gravité a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me projette pas ad vitam aeternam dans ce métier. Il y a une usure du jeu de l'entreprise. Il y a une usure des codes. Voilà, aujourd'hui, je suis habillé en costard. C'est un costume, quoi, parce que cet après-midi, j'ai des rendez-vous. Voilà. Donc, je ne sais pas si je continuerai éternellement. Non, pour être très sincère, j'ai quand même arrêté de prendre 4 rendez-vous de 3-4 heures par jour. Ça, j'avais la capacité de prendre un client de 9h à midi, puis un autre en plateau repas de midi à 15h, puis un autre de 15 à 18. C'était n'importe quoi. J'ai arrêté les déjeuners. Moi, les déjeuners m'épuisent parce que sous couvert de déjeuner avec vous, les gens, ils veulent un coaching gratuit aussi. Donc ça, j'ai arrêté. Ça, c'est la règle. Ah ouais, mais c'est redoutable. C'est redoutable. Moi, je savais pas dire non. Par contre, j'ai pas arrêté d'être irascible quand je suis dans mes pensées. Je reste quand même un obsessionnel. Je pense que. C'est quoi irascible dans ses pensées? Bah, quand on me dérange, que je suis en train de faire quelque chose sur mon ordinateur, je suis toujours pas très disponible pour les interruptions. Hein. J'ai toujours un rapport au temps qui est quand même très très dense. Donc voilà, je pense que j'en verrai d'autres, mais j'ai moins peur qu'elles arrivent. C'est aussi ça l'enseignement pour moi. J'ai plus peur d'avoir peur. Donc la maison d'hôte dans le Luberon, c'était pas l'option. Pas pour l'instant, ça viendra peut-être. C'est comme tous les gens de la finance qui ont craqué au bout d'un moment, ils ont changé de. Ouais, mais je pense que c'est des longues dépressions non soignées, ça souvent. C'est juste des longues dépressions qui sont pas soignées, sur lesquelles on met pas le mot. Pourquoi vous n'aimez pas l'expression culture d'entreprise? Parce que d'abord, c'est souvent la culture décidée par les dirigeants, donc c'est plus de la propagande d'entreprise. Il faut appeler un chat, quoi. C'est la communication officielle, externe. La vraie culture, c'est celle du terrain, des ouvriers, des commerciaux, de l'histoire de l'entreprise. Et puis ensuite, parce qu'il y a plus d'inculture que de culture en entreprise. Très franchement, on n'a pas besoin d'être très cultivé pour réussir en entreprise. C'est même un handicap. Hein. Je raconte une cliente qui un jour me dit « Thierry, mais qu'est-ce que vous pouvez être intellectuel ?» Je lui dis « Vous savez d'où vient le mot intellectuel ?» Elle me regarde, elle me dit non. C'était une énarque, hein, donc c'était quelqu'un qui était quand même passé par les bancs de l'intellectualisme. Et je lui dis, bah voilà, ça vient de l'affaire Dreyfus. On traitait d'intellectuels les gens qui défendaient Dreyfus. Elle était rouge de honte. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc quand j'entends le mot culture d'entreprise... On a appris quelque chose au moins. Ouais. Le monde est gouverné par des premiers de la classe dont nous feignons tous d'ignorer l'immense fragilité. Dis donc, ça ne nous rassure pas par ceux qui nous dirigent. Hein. Ils sont tellement fragiles, nos dirigeants. Je crois qu'ils vont beaucoup plus mal qu'on l'imagine, parce que on attend d'eux d'être un peu des surhommes. On attend d'eux de répondre à la fois à une exigence de résultat. Les actionnaires sont exigeants, quels qu'ils soient. On attend d'eux de satisfaire les collaborateurs, donc d'être présents sur le terrain, d'être à l'écoute. Et ils sont pas armés pour ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont. Moi, j'ai souvent l'impression que c'est des grands prématurés. C'est des handicapés du lien relationnel. Ils sont très préparés à lire des tableaux de chiffres, à prendre des décisions de fusion-acquisition, mais ils sont beaucoup moins préparés à échouer. Et donc, leur fragilité, c'est quand ils rencontrent l'échec. Souvent, ils sont absolument désarmés. Quelqu'un qui a fait Polytechnique, qui ensuite a fait l'ENA, qui ensuite a fait l'inspection des finances, il y a peu de chances qu'il ait rencontré l'échec dans sa vie. Ou en tout cas, il l'a pas vu quand il l'a rencontré. Et donc, la vie privée va être en petits morceaux, mais... Voilà, c'est des gens qui vont avoir tendance à compenser. Et moi, je trouve qu'il faut accepter de s'effondrer pour se relever. Voilà. C'est l'échec qui est formateur. Complètement. On devrait apprendre à échouer plutôt qu'apprendre à réussir à HEC. Qu'est-ce qui a changé dans les générations de chefs d'entreprise? Parce que quand on voit les barons comme les Michelin, toutes ces générations, les Dassault, tout ça, c'était
On avait l'impression que c'était quand même des gens qui étaient beaucoup plus forts. Bon, c'était aussi un univers plus patriarcal, donc où les valeurs masculines étaient beaucoup moins contestées, où le rapport des sexes était aussi beaucoup plus traditionnel. Donc, moi, j'ai pas la nostalgie de cette époque où le paternalisme fonctionnait. Je dis pas que je suis pas nostalgique, mais j'ai l'impression que avant, les gens étaient plus forts globalement. Je pense y compris les hommes politiques. Je pense qu'on attendait moins d'eux. Il y a deux choses qui ont changé pour moi dans la jeune génération. La première, c'est que le salariat a perdu son attrait. Vous prenez des jeunes, aujourd'hui, ils n'ont pas envie d'être salariés, même managers salariés, ils ont envie de créer leur boîte. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, mais les entreprises ont quand même des questions à se poser sur ce qu'on appelle la retention, people retention, la fidélisation des collaborateurs. Et la deuxième chose qui a changé, malheureusement, c'est que je trouve qu'on a un rapport beaucoup plus matérialiste à son travail aujourd'hui. Sans doute qu'à l'époque de Michelin, de ces entreprises, il y avait une histoire, il y avait une promesse, on accompagnait pas seulement des clients et un résultat. Aujourd'hui, il y a un rapport de plus en plus financier au travail. Comment allez-vous aujourd'hui et que répondez-vous à ceux qui vous demandent comment vous allez? Ça dépend des jours. Aujourd'hui, j'ai fait une quasi nuit blanche, j'ai pas très bien dormi, mais je vais très bien. C'est-à-dire que je peux partitionner mon moi. Il y a une partie de moi qui peut aller bien, et puis il y a une partie de moi qui peut aller moins bien. En revanche, globalement, je m'autorise à répondre la vérité. Ça, c'est un vrai changement. Ce qui va bien dans ma vie, c'est le fait d'avoir un métier que j'aime et qui n'est plus une passion qui me dévore. Ce qui va bien dans ma vie, c'est le fait de prendre conscience tous les jours d'avoir une vie familiale épanouie. C'est une chance, vous savez. Le bonheur, c'est le truc dont on s'aperçoit quand on le perd. Donc moi, j'ai aussi découvert qu'on pouvait être un tout petit peu plus hédoniste et que ça rendait pas, ça rendait pas plus moins efficace pour autant, quoi, d'avoir un peu de plaisir. Back to reality. Exactement. Bon, merci d'avoir partagé votre tranche de vie avec les auditeurs de Beurre FM aujourd'hui, Thierry Chavel. Votre témoignage est dans ce livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Je peux guérir » aux éditions Flammarion. Mais merci d'avoir été aussi sincère. Merci beaucoup Philippe, c'était un plaisir. À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM.